Bienvenue à vous tous, nous sommes pour 300 millions de critiques sur la terrasse de la fantastique Fondation Vuitton. Et nous sommes ravis d'accueillir celui qui est le conseiller spécial de Bernard Arnault pour le domaine de la culture, Jean-Paul Claverie. On va parler un peu d'architecture, parce qu'on va passer un certain temps donc ici même pour les 3 prochaines émissions. Vous êtes à l'origine, au fond, d'une certaine forme de rencontre entre Bernard Arnault et Franck Gehry, l'architecte de la Fondation et qui sera aussi l'architecte du musée des arts et traditions populaires qui est derrière nous et qui va être rénové. Comment s'est fait cette première rencontre ? Écoutez, en 2001, après la visite que nous avons faite avec Bernard Arnault à Bilbao, et où Bernard a été ébloui par le bâtiment que Franck avait construit pour la Fondation Guggenheim, un mois après, nous étions à New York et nous avons déjeuné avec Franck Gehry. Et un mois après, c'est-à-dire février 2002, nous avons invité Franck Gehry à Paris à venir visiter le site du jardin d'acclimatation. Et ça a été le début d'une aventure absolument fantastique. De la construction. Ça a été le début du rêve de la Fondation, parce qu'au début, en fait, ce que Franck a proposé à Bernard Arnault, qui étaient les tout premiers dessins que l'on voit d'ailleurs dans l'exposition permanente qui est mise en place dans les salles de la Fondation, les tout premiers dessins, tout y était. Simplement, la technologie, la technique ne permettait pas de réaliser le rêve de l'artiste. Le rêve de l'artiste, c'est justement de coller ces sortes d'ailes d'avion qui sont... Le rêve de l'artiste, pour le construire, il a fallu inventer une technologie et nous avons déposé près de 30 brevets d'innovation. Donc ça marque dans le monde de l'architecture. Il y a eu 2 ans d'études et recherches avec une centaine d'ingénieurs, des ingénieurs de niveau polytechnique, central, des ingénieurs du monde entier, qui ont inventé la technique permettant à Franck Gehry de réaliser, je dirais, son rêve d'artiste et de répondre à la volonté de Bernard Arnault. Jean-Paul Claverie, au départ de ce projet qui a maintenant une quinzaine d'années, est-ce qu'il était possible d'imaginer que ça deviendrait, disons, une sorte de... un musée, peut-être l'un des plus visités de France, parce que maintenant on en est à 3,5 millions de visiteurs. Eh bien, écoutez, nous fêtons en effet les 3 ans d'ouverture de la Fondation, puisqu'elle a été inaugurée en octobre il y a 3 ans, et nous avons accueilli 3 500 000 visiteurs, c'est considérable. Avec des expositions dont on a beaucoup parlé, les clés d'une passion, qui racontait le XXe siècle. L'exposition de Choukine, l'exposition Olafur Eliasson, l'exposition de la jeune peinture chinoise, et puis l'exposition sur la création contemporaine en Afrique qui vient de se terminer. C'est tout à fait considérable. 11 expositions qui se sont succédées. 120 concerts qui ont été organisés dans l'auditorium, nous en parlerons, je crois. Voilà, c'est un programme copieux, mais qui répond à la demande du public français, parisien, mais aussi international, puisque 1/3 du public qui fréquente la Fondation vient du monde entier. Dernière question, elle est importante sur le plan architectural. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de bâtiments qui intègrent des œuvres comme les musées classiques, mais qui sont eux-mêmes des œuvres, ce qui est le cas effectivement de cette fondation, et ce qui n'était pas le cas dans les musées classiques. Je pense que le premier geste artistique de la Fondation, c'est son bâtiment. Et qu'en effet, le bâtiment suscite une curiosité qui ne faiblit pas. Et que beaucoup de visiteurs qui aujourd'hui viennent à Paris inscrivent la Fondation Louis Vuitton, d'abord pour son bâtiment, ensuite pour ce qui s'y passe dans le programme de visite de Paris. Oui, c'est un élément qui aujourd'hui fait partie du patrimoine architectural de Paris. Comment vous expliquez, puisque vous suivez tous ces dossiers, c'est le complément de cette dernière question, qu'on ait construit finalement plus de musées dans le monde depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire une petite vingtaine d'années, que pendant tout le XXe siècle? Je crois que le musée devient un lieu quasi spirituel et que nos sociétés contemporaines qui, je dirais, se développent et le monde devient de plus en plus petit, mais il y a, je crois, une grande perte de spiritualité et que le public, en général, a besoin de retrouver des lieux où il se pose des questions, où il partage aussi une émotion avec les autres, un lieu de rencontre.
Et la Fondation remplit tout à fait cette fonction et cette mission. Merci Jean-Paul Clavry. Voici le sommaire de cette première émission. Le voici. 300 millions de critiques fait sa rentrée, les maisons d'édition également, et nous en parlons dans un instant. Le 21 août dernier, nous apprenions la disparition de Régent Ducharme. Pour découvrir ou redécouvrir cet homme de théâtre, écrivain, parolier, artiste visuel, véritable monument de la littérature québécoise, il vous suffit de rester avec nous. Et nous allons également nous pencher sur le succès critique dès sa sortie en France d'un film atypique, Petit paysan de Hubert Charuel. Et nous reprendrons en cette rentrée notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée. C'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est reparti. Après ce magnifique sommaire, il faut avancer vers l'inconnu, comme dirait Frank Gehry, le fantastique architecte californien de cette Fondation Vuitton où nous sommes en plein vent avec Estelle Martin et Bigot de TV5 Monde. Magnifique cette petite robe. Merci. Mathieu Dugal de Radio-Canada, Alain Gerlage de la RTBF et Michel Serrouti de la Radio-Télévision Suisse. Hello. Pour ce premier sujet, nous allons parler de la rentrée littéraire francophone. 580 nouveaux livres, c'est important, mis en vente. 390 de littérature française ou francophone. Comment voyons-nous cette rentrée littéraire pour vous aider? Eh bien, nous avons déjà des favoris pour les prix à venir et j'ai même amené un petit sac, voilà, avec ceux qui sont mes favoris. Tout ça pour énerver notre bien-aimée productrice Isabelle Siri. En plus, ça fait du bruit. Qui se jette? Allez, Mathieu. Bien, la rentrée littéraire au Québec, c'est sûr que toute proportion gardée, c'est une rentrée littéraire qui est assez comparable à ce qu'on retrouve en France. C'est-à-dire que les éditeurs, ils vont avec leur gros canon. On pense évidemment cette année à Michel Tremblay. Hein, c'est comme notre Woody Allen de la littérature. Chaque automne où Michel Tremblay a son nouveau livre. On a aussi des voix qui de plus en plus se font reconnaître. Je pense par exemple à Éric Plamondon qui sera là avec son Donnacona cette année. Éric Plamondon, qui est un auteur québécois qui est à Bordeaux, qui habite Bordeaux depuis une vingtaine d'années, mais qui publie donc au Cartanier. On pense par exemple à Biz, qui est quelqu'un qui vient du monde du rap, qui va lancer La chaleur des mammifères sur un événement qui a marqué le Québec en 2012, qui était notre printemps érable, qui était cette révolte étudiante contre le gouvernement libéral, donc les fameux carrés rouges qui s'en prenaient à l'augmentation des frais de scolarité. Donc, bon, il y a beaucoup de trucs. Faut dire que la littérature au Québec est quand même notre première industrie culturelle. Hein. C'est entre 5 et 6 000 livres qui sont publiés de nouveautés chaque année au Québec, 600 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est quand même assez gros comme milieu. Évidemment, tout ce qui va fédérer ça, c'est le Salon du livre de Montréal, qui est au mois de novembre. Hein. Il y a beaucoup d'auteurs français qui le connaissent, ce salon-là, parce que c'est un salon où on en reçoit... Voilà, par exemple, Mademoiselle Nothomb, vous la voyez venir. Forcément, la voici. Elle vient très souvent. Et il faut dire aussi que ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue historique, la manière dont la littérature québécoise a pu, en fait, dont l'édition québécoise a pu apparaître, c'est très lié à la France. Parce que vous savez que durant l'occupation, 1940, les éditeurs français ont eu toutes sortes de problèmes, évidemment. Il se retourne vers moi durant l'occupation. Je ne savais pas que vous étiez... Est-ce que c'était durant? Comment c'était, Guillaume? Franchement. Mais ce qui est intéressant... Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, justement, durant l'occupation... Ah non! Il y a toute une partie de l'édition française qui s'est retrouvée au Québec. Et donc, cette occupation-là a permis à l'édition québécoise d'exister. Donc, vraiment, il faut quand même faire le lien avec ça. Mais le fait est que c'est une rentrée qui est quand même assez dense. Assez dense. J'ai un livre qui, pour moi, est le coup de cœur de cette rentrée. Donc, c'est une jeune auteure québécoise qui s'appelle Audrey Wilhelmy. C'est son 3e livre. Elle est publiée chez Grasset également. Donc, s'il y a des téléspectateurs français qui veulent se procurer ce livre-là, il sera publié chez Grasset également, Le corps des bêtes. Quelque chose de très dur. Ça parle beaucoup de sexualité, ça parle d'inceste, inceste avec une mère, dans une espèce de no man's land qui est extrêmement... c'est extrêmement... comment dire? Prenant. C'est prenant et il y a quelque chose de sensuel. Voilà, c'est ça. On est sur le bord de la mer, il y a des pêcheurs, il y a un phare, on parle beaucoup de poissons, on parle beaucoup de rapport au territoire. Et ce livre-là est un
pur chef-d'œuvre. C'est une langue qu'il faut découvrir, celle d'Audrey Wilhelmy. Il y a quelque chose d'extrêmement sensuel. Et À mettre entre toutes les mains, en tout cas. Pardon? À mettre entre toutes les mains, en tout cas. Peut-être pas entre toutes les mains, mais c'est quelqu'un qui sait traiter avec brio de sujets qui ne sont pas faciles, notamment justement ce sujet-là de l'inceste. C'est une voie qu'il faut connaître. Et s'il y a un livre qu'il faut découvrir dans cette rentrée littéraire Le corps des bêtes, québécoise, le voici. là, c'est ce livre-là, Le corps des bêtes, Audrey Wilhelmy. Parfait. Mon cher ami le Suisse. Oui, alors rentrée littéraire en Suisse également, puisqu'elle se calque sur celle française. Alors il n'y a évidemment pas 580 ouvrages qui sortent en même temps, mais c'est aussi une période de l'année où beaucoup de bouquins sortent. J'en ai amené quelques-uns. C'était une rentrée littéraire assez riche d'ailleurs en Suisse, marquée sous le sceau de la qualité, avec le retour de certains auteurs qu'on n'avait pas vus depuis un moment, ou d'autres qui reviennent, comme Mark Woltenhauer, qu'on avait découvert l'année passée avec ces policiers version scandinave, mais qui se passe dans les Alpes suisses du côté de Grillon. C'est dans le canton de Vaud. Il revient avec un deuxième ouvrage, un petit peu sur le même mode que le premier. Le scénario est très bien, l'écriture est un peu légère à mon goût, mais le scénario est très bien. Il y a Frédéric Pajac aussi qui s'en revient avec son Manifeste incertain, le 6e. Il y aura 9 tomes. Frédéric Pajac, écrivain et également dessinateur, fils du peintre Jacques Pajac, franco-suisse, sont de magnifiques livres chaque fois qu'il nous donne. Alors, il a exploré les univers de Van Gogh, de Nietzsche. Cette fois-ci, il revient avec un livre qui s'appelle Blessure et dans lequel il parle plus de ce qu'il a constitué lui, de son enfance. Un livre d'entretien aussi, voilà, pour connaître Frédéric Pajac, parce que Pajac, c'est pas forcément quelqu'un qui est très médiatisé, qui est très connu, même si son œuvre littéraire et son œuvre artistique sont intéressantes. Et puis, à mon goût, alors il y a deux choses vraiment qui sortent dans cette rentrée littéraire et qui retiennent mon attention. C'est le premier livre, c'est deux premiers livres d'ailleurs. C'est Céline Suffray, qui pour son premier bouquin est publié chez Gallimard, donc c'est assez remarquable. C'est un livre qui était un travail de fin de master, en réalité en Suisse, et puis qui a retenu l'attention du juge qu'elle avait demandé pour évaluer son travail, qui était quelqu'un de chez Gallimard, qui s'était déplacé en Suisse pour cela, et qui l'a donné au comité de lecture de Gallimard, et Gallimard l'a publié. Ça raconte l'histoire d'un photographe de catalogue de meubles. Et à travers cette histoire-là, c'est une critique vraiment de la société, du marketing, du mode de consommation et du bonheur qu'on nous impose. C'est une écriture qui est assez limpide, voilà, c'est un très joli livre. Et puis surtout, alors pour moi, le dernier, c'est Adrien Guigax, au Cherche Midi, auteur suisse, premier livre également. C'est un bouquin absolument splendide. C'est une écriture dont on n'a pas vraiment l'habitude. Il y a un vrai souffle, il y a un vrai style, une sorte de road movie entre la Macédoine, la Grèce et Istanbul, avec deux hommes, une femme. C'est une ode à l'amitié, c'est complètement désabusé, c'est libertaire, c'est presque baroque. C'est un livre magnifique, c'est vraiment une écriture splendide que celle d'Adrien Guigax. Et c'est celui que je vous recommande de très très loin pour cette rentrée. Passons maintenant à la Belgique avec vous, mon cher Alain. Vous avez choisi. Alors moi, j'ai d'abord choisi de parler d'Amélie Nothomb, frappe-moi le cœur. C'est l'ouvrage de la rentrée et de la rentrée littéraire, qui est évidemment aussi extrêmement suivie chez nous. La presse belge s'est aussi intéressée à la tonalité générale de cette rentrée, pas seulement aux ouvrages qui sortent. Et il y a deux choses qu'elle a remarquées, et notamment un article du Focus Vif, qui est le supplément littéraire d'un magazine connu chez nous. C'est d'abord le recul de l'autofiction. Le jeu de l'écrivain a tendance à un peu disparaître. Et au contraire, c'est vraiment le regard sur le monde qui est de plus en plus présent aujourd'hui dans les sorties littéraires, mais un regard sur le monde quand même assez noir, assez désabusé, assez inquiet. Quelqu'un disait, c'est le recul de l'utopie et c'est l'arrivée de la dystopie. Parmi les ouvrages qui sont sortis, et évidemment il y en a pas mal chez nous aussi, je voudrais pointer La vie sauvage de Thomas Günzig. Alors Thomas Günzig, chez nous, c'est quelqu'un qui est assez connu comme auteur, mais il fait aussi des chroniques radio, c'est aussi un auteur de théâtre. La vie sauvage, c'est un peu les lettres persanes d'aujourd'hui, c'est le regard de quelqu'un d'extérieur sur notre réalité aujourd'hui, et c'est évidemment un peu sombre. Et puis je voudrais pointer aussi un ouvrage qui devrait plaire à Yves.
mais je ne vais pas dire pourquoi, il devinera lui-même. C'est un premier roman d'un jeune auteur namurois qui s'appelle Olivier Elkoury. Ça s'appelle Surface de réparation et c'est l'histoire d'un jeune désœuvré passionné par le foot et le sexe et qui aussi se retrouve dans un monde un peu désabusé où, si j'ose dire... Quand tu dis ça avec un air un peu notarial. Il cherche un but dans sa vie, évidemment. Mon cher Yves. Je vais vous parler de 3 ouvrages que je n'ai pas lus, 2 parce qu'ils ne sont pas encore publiés, mais je vous annonce, puisque je vous parle régulièrement de la sortie très prochaine chez Flammarion de la première autobiographie de Yves Simon, d'un ouvrage de photos et de textes de Gérard Manset. Tout ça pour les mois d'octobre et novembre. Le nouveau roman de Lola Lafont, remarquable auteure franco-roumaine, mais qui fut également une excellente chanteuse il y a quelques années. Et puis, dans la littérature pure, je vous avais apporté au mois de juin comme coup de cœur, mais en fait le livre est disponible seulement maintenant, le roman de Jean-Christophe Brochier, éditeur, qui s'appelle Petit remède à la dépression politique, ce qui peut être utile pour certains de nos jours. Et puis je terminerai avec un roman dont nous allons parler dans les semaines qui viennent, le remarquable nouveau roman de Daniel Rondeau, Mécanique du chaos. Ça fait des années, on en reparlera tous ensemble, mais que Daniel Rondeau cherche à écrire le grand roman français de son époque. Le voici. Voilà, Chez Grasset. Chez Grasset, d'être un peu un roman à la Balzac ou à la Tom Wolfe de son époque. Je pense que Mécanique du chaos est la fois où il s'en sera le plus rapproché. Voilà, c'est un peu monté d'un point de vue littéraire comme un épisode de 24 heures, la série. Ça, vous êtes à la fois dans les banlieues françaises, à Tripoli, en Libye bien évidemment, ou dans d'autres régions du monde, et c'est une sorte d'architecture, pas l'architecture un peu baroque que nous vivons ici à la Fondation Vuitton, mais une architecture qui est celle du mal, justement, avec des gens qui se croisent, des policiers, des agents secrets, des terroristes et des enfants qui sont pris dans cette mécanique où se mélange l'argent du terrorisme et le terrorisme lui-même. Et donc le malheur, avec aussi beaucoup d'histoires d'amour. Par exemple, il y a un policier qui est quitté par sa femme en plein milieu de cette action. Donc c'est aussi un roman d'action. Le voici, ma chère Estelle. Martin. Voilà, alors c'est vrai que la rentrée littéraire... Très joli Napa Caro. Je vous... Non, c'est Bardot. Oui, exactement. Excusez-moi, c'est quand même le... C'est Napa Bardot, c'est pas une Napa Caro. C'est la Napa Bardot. Le retour du Vichy. Je trouve sincèrement cette robe magnifique. On espère que ce n'est pas le retour de Vichy. Oui, l'occupation de justement, monsieur, on va en déjà. reparler de l'occupation. Alors c'est vrai que cette rentrée littéraire donne le tournis. Beaucoup d'ouvrages s'intéressent à l'Algérie. L'Algérie et la France, toujours des rapports un petit peu compliqués. Alors moi aussi, j'ai donc caché tous ces livres, enfin les 3 livres, parce qu'il y a au moins 7 ouvrages qui parlent de l'Algérie, ce qui est peu en regard de cette rentrée littéraire extrêmement riche. Le nouveau Kamel Daoud. Le nouveau Kamel, son deuxième roman. Voici. Je vous aide. D'abord. Et les psaumes. Alors, on est dans un conte noir, une sorte de fable. Et c'est vrai que Kamel Daoud, il a un amour de la littérature extrême. Et l'auteur de Meursault contre enquête, voilà, dont on avait beaucoup parlé. Dont on avait beaucoup parlé. Et Kamel Daoud, lui aussi... Meursault, héros d'Albert Camus, L'étranger. Exactement. Et Kamel Daoud est aussi un éditorialiste. Il a eu beaucoup de problèmes parce que très controversé. Beaucoup de polémiques. Autour de lui. Alors, il est contre le radicalisme. Et il en parle encore une fois dans cet ouvrage. Et son héros est assez étonnant puisqu'il a droit de vie et de mort grâce à la littérature, grâce à l'écriture. Donc, on sent vraiment la mise en abîme. Et c'est, comme d'habitude, enfin, je pourrais vraiment... L'écriture de Kamel Daoud, je la trouve extrêmement ciselée, précieuse, presque parfois de temps en temps surannée. Mais voilà, Zabor ou les psaumes, donc chez Actes Sud, que je vous recommande. Ensuite, il y a cette saga familiale. Alors là, c'est Alice Zeniter. Elle a reçu le prix des libraires, ce qui est un très, très bon signe pour les auteurs. C'est presque le plus joli prix. Hein. Exactement. Et puis, elle sait que ça va être lu. Et c'est vraiment une saga familiale qui se dévore. 3 générations de Kabyles chez Flammarion. Et donc, c'est le grand-père Ali qui est harki, qui va donc, on suit ses aventures. Il va quitter ses montagnes parce qu'il est harki. Et donc, il est mal vu aussi bien par les Algériens que par les Français. On suit vraiment cette famille qui arrive en France, les camps dans le sud de la France. Et ensuite, ils arrivent dans l'Orne, en Normandie, à Flers, donc très loin de la montagne Kabylie. Donc voilà, il y a le grand-père, le fils et ensuite la fille qui est galeriste et qui, elle, ne parle pas arabe, qui essaye de comprendre ce qui s'est passé. C'est passionnant et en plus, c'est vraiment un livre qu'on lit, encore une fois, qu'on dévore. Donc je vous le recommande vraiment chaudement. Et enfin, je termine avec Kaousser Adimi, Nos richesses, où là, c'est l'histoire d'un libraire d'Alger, Edmond Charlot,
une vraie histoire. Il s'installe en 1935 avec, il crée sa librairie qui s'appelle Les Vraies Richesses. Et on sent cet amour de la littérature, cet amour de la littérature, cet amour de la France. Il est libraire indépendant. Il raconte comment, sous l'occupation, il est aussi éditeur, comment c'est compliqué de trouver des feuilles. Enfin, c'est difficile pour les éditeurs de... les feuilles, le papier, l'encre, c'est tout. Donc ça, mais c'est juste une anecdote. Mais c'est vrai qu'il y a un parallèle entre donc Edmond Charlot, passionné de littérature, et en 1935, et un jeune homme qui arrive pour débarrasser cette librairie qui ne sert plus. Donc c'est aussi très touchant. C'est comme un journal intime. On rencontre des personnages évidemment hyper importants comme Saint-Exupéry, comme Gide, comme Giono. Vraiment, c'est encore une fois, c'est vraiment un roman qui est basé sur des faits réels et qui va vous donner envie de lire. Donc voilà, nos richesses, car la littérature française, francophone, est une richesse. Comme ça, mais vraiment, elle vit à Paris, Kaousser Adimi. Donc je vous recommande, c'est aux éditions du Seuil. Voilà, c'est toujours compliqué de parler de la rentrée littéraire quand on est au début, parce qu'effectivement, il y a 581 livres. Alors, on a un peu l'impression d'une collection de tous les livres qu'on vous présente. C'est pour ça qu'on va vous rappeler les titres que nous avons préférés. Amélie Nothomb, dont frappe-toi le cœur, on en a parlé tout à l'heure. On parle beaucoup aussi du roman de Véronique Olmy qui s'appelle Bakita, donc qui est l'histoire d'une esclave qui va devenir religieuse. Déjà, elle est en lice pour de très nombreux prix littéraires. Le nouveau Marc Duguin, assuré d'un succès, il s'agit toujours d'un lien avec l'histoire américaine. Ils vont tuer donc Robert Kennedy. Et puis donc le livre dont on parle aussi beaucoup, le livre d'Éric Orsena, consacré à La Fontaine, une école buissonnière, où vous découvrirez que La Fontaine, qui est né donc à Château-Thierry et qui n'a fait dans sa vie que 2 voyages, il faisait Château-Thierry-Paris, Château-Thierry-Paris, et une fois, il est allé à Limoges. On découvre que ces fables ont été écrites, les fameuses 26 fables de La Fontaine, après une grande période de courtisanerie, car en fait, La Fontaine, qui n'avait plus beaucoup d'argent, car c'était un flambeur... Il a écrit des contes érotiques aussi. Il a écrit des contes érotiques, mais il est devenu, disons, pour simplifier, le lèche-cul de Fouquet, surintendant des finances, oui. Le courtisan de Fouquet. Et quand Fouquet, évidemment, est tombé en disgrâce et a été arrêté, eh bien, il n'a jamais pu rétablir sa situation sociale, d'où les fables, d'où le passage de la critique de la société par les animaux. Voilà, on essaye d'être complet, c'est évidemment un peu compliqué, mais en regardant cette émission, j'espère que vous aurez partagé notre passion pour la littérature, qui est évidemment très importante. Sur les réseaux sociaux maintenant, la rentrée littéraire est un événement très commenté. Sur Twitter, par exemple, le site Culture Box propose un sujet pris sous l'angle des jurys littéraires. Vous retrouvez le compte Twitter et la page Facebook de cette émission dans le vent, car nous sommes dans le vent, qui sont là pour recueillir vos commentaires et réactions aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Nous allons enchaîner maintenant avec un deuxième sujet, car le 21 août dernier, nous apprenions la disparition du Québécois Régent Ducharme. C'est un homme de théâtre, vous le savez, un écrivain, un parolier, un artiste. C'est un véritable monument chez notre ami Mathieu, donc au Canada. Il est notamment l'auteur d'un roman assez mythique qui s'appelle La Vallée des Avalées, qui a été publié, si ma mémoire est bonne, chez Gallimard au milieu des années 60, en 66, je crois, qui a totalement marqué et imprimé la littérature québécoise. Sa disparition l'a rendu visible sur une scène médiatique qu'il fuyait depuis maintenant longtemps. On en parle juste après ce sujet à son propos de Radio-Canada que voici. Régent Ducharme a été diagnostiqué d'un cancer du côlon il y a 1 an, quelques semaines après le décès de sa conjointe de toujours, la comédienne Claire Richard. Après une opération, on le croyait rétabli, mais le géant de la littérature est tombé subitement, lui dont l'œuvre est immortelle. Écoutez, d'abord, je suis toujours sous le choc, je pense que je ne suis pas le dernier. C'est une grande perte, mais en même temps, il nous laisse toute sa richesse. Né à Saint-Félix-de-Valois le 12 août 1941, Régent Ducharme a changé à jamais la littérature québécoise avec un premier roman publié en 1966 chez Gallimard, La Vallée des Avalées. La première phrase, « Tout m'avale, quand j'ai les yeux fermés, c'est par mon ventre que je suis avalé, c'est dans mon ventre que j'étouffe », a l'effet d'une bombe. Le roman est en lice pour le prix Goncourt. Régent Ducharme devient l'héritier spirituel de Néligan et de Saint-Denis Garneau. Chaque roman dans lequel tu plongeais t'avalait littéralement. Il y a une langue, il a inventé une langue et il a porté l'identité québécoise sur la scène internationale alors qu'il y avait très peu de précédents. Malgré ce succès, Régent Ducharme a vécu dans l'anonymat le plus complet pendant 50 ans, refusant systématiquement toute entrevue ou apparition publique. L'écrivain fantôme, véritable résistant de l'âge adulte, voulait qu'on parle de ses écrits, ses 9 romans, dont L'hiver de force, Les enfants tombent, D'évader et Va savoir.
Moi, j'ai toujours pris Régent Ducharme pour un poète. C'est le côté extrêmement poétique et même pas... On parle qu'il fait référence à l'enfance. Je ne pense pas. Je pense que c'est pire que ça, dans le bon sens. Je pense qu'il est enfantin. Et de l'avoir joué, je vous dis, il y a quelque chose de très, très jouissif. C'est d'une telle beauté, c'est grandiose, c'est baveux. On voit ça aussi dans les chansons de Charlebois. Donc, il y a un lag immense. La manufacture, les deux yeux, Régent Ducharme avait peu d'amis, mais parmi ceux-ci, il y avait Robert Charlebois, avec qui il a écrit plusieurs chansons. Le chanteur a réagi sur Facebook, écrivant « Le silence est d'or. Dors, Régent, dors. » En entrevue en 2011, Robert Charlebois nous avait dit ceci à propos de Régent Ducharme. Les chansons de Régent sont tellement bien faites que c'est tombé sur moi, mais ça aurait tombé sur n'importe quel musicien. Tu lis la chanson, puis le blues est là, la toune est faite, c'est écrit, c'est du bonbon pour un compositeur. Le décès de Régent Ducharme survient alors qu'on s'apprête à publier vendredi prochain un recueil de dessins perdus et retrouvés réalisé entre 1965 et 1966. Son éditeur devrait annoncer sous peu quelle forme prendra l'hommage qu'on veut lui rendre. Voilà, Régent Ducharme. Donc, Mathieu, c'est grâce à vous que nous allons découvrir ou redécouvrir donc, ce personnage. Qui était-il et à quel âge vous l'avez découvert? Bien, comme bien des gens de ma génération, moi, je l'ai découvert au cégep, c'est-à-dire au lycée ici. C'est quelqu'un qu'on fait lire beaucoup. En fait, les professeurs le font lire beaucoup. Et c'est un électron libre aussi, Régent Ducharme. Il faut comprendre que cet écrivain-là, on l'a peut-être tous su lors de son décès, c'est quelqu'un qui était absent de la scène médiatique, mais vraiment absent comme complètement. Oui, absolument, complètement absent. Les photos de lui... Les photos qui existent de lui sont extrêmement rares. Les personnes qui l'ont côtoyé de son vivant sont extrêmement rares également. Le contact avec le monde extérieur, si on veut, de son vivant, c'était sa femme qui le faisait. C'est quelqu'un qui a aussi eu des périodes où il n'écrivait plus du tout. Hein. Il y a eu vraiment des périodes, une quinzaine d'années, littéralement, de dizaines de romans. Et paradoxalement, c'est aussi quelqu'un qui est très présent dans la culture populaire. Par qui? Par Robert Charlebois, parce que c'était un grand ami de Robert Charlebois. Parmi les chansons québécoises les plus connues de l'histoire, plusieurs sont signées Régent Ducharme. Exemple? Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est une job, c'est un blues extrêmement baveux. C'est quelqu'un qui a su vraiment exprimer le français, le mélange du français avec le blues, probablement le mieux. Donc, c'est quelqu'un également qui représente bien aussi le Québec de cette génération-là, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas né dans un milieu littéraire, il vient d'une petite région, il n'a pas étudié très longtemps. C'est vraiment quelqu'un qui est ce qu'on appelle un autodidacte, un self-made man. Il s'est fait par lui-même, une grande culture littéraire. Et la petite histoire, évidemment, de La Vallée des Avalées, qui est son premier roman, il a été refusé par un éditeur québécois, Pierre Tisser, qui doit encore s'en mordre les doigts aujourd'hui. Et donc, il avait envoyé trois manuscrits chez Gallimard. Et le premier de ce manuscrit-là, donc La Vallée des Avalées, a été, mais littéralement, on a reconnu là un souffle incroyable. Il y a une chroniqueuse au Québec, Odile Tremblay, qui disait que dans Régent Ducharme, il y a du queneau dans le travail de la langue et il y a du Vian dans souvent la mise en scène d'enfants qui refusent le monde des adultes. Et donc, il crée véritablement un monde qui est aussi en porte-à-faux avec ce qui était publié au Québec dans ces années-là. C'est-à-dire qu'on est dans les années 60. C'est la Révolution tranquille. C'est Marie-Claire Blais, c'est Anne Hébert, c'est Michel Tremblay, c'est VLB. Donc, la réappropriation du langage, le joual, hein, donc le québécois qui largue les amarres avec le français parisien qui souvent avait le haut du pavé dans les productions théâtrales, dans la littérature aussi à l'époque. Et donc, Ducharme n'est pas dans ces espèces de joual-là. Il est dans une langue qui est littéralement presque internationale. Hein. Il n'est pas nécessairement, on ne le reconnaît pas nécessairement comme québécois quand on le lit. Je pense que vous seriez d'accord. Absolument. Moi, ça m'a frappé en commençant à le lire, puisque j'avoue que je ne le connaissais pas comme auteur, mais c'est en effet un français international, si on peut dire. Et pourtant, il est
quand même très typique de votre littérature et vous le ressentez comme vôtre. Mais il a plusieurs couleurs, Régent Ducharme. Sa couleur de chanson, elle est résolument populaire. Hein. Il a écrit des chansons populaires. Et son théâtre est un théâtre aussi... moi, j'ai vu plusieurs de ses pièces, notamment à Québec. Il y avait Frédéric Dubois qui a fait Inespéré et Inattendu il y a plusieurs années. On est dans un monde, mais littéralement... onirique. Là. On est dans quelque chose qui est complètement hors du monde, avec des enfants qui sont en révolte contre une... Mais il vivait où? À Montréal? Il vivait à la campagne? Il vivait à Montréal. Il vivait à Montréal et d'ailleurs, plusieurs personnes connaissaient son adresse et on a respecté, et ça c'est très québécois, hein, oui. Cet aspect-là, c'est-à-dire que quelqu'un de sa stature aux États-Unis, en France, en Europe, probablement que les paparazzis se seraient jetés sur lui. Plusieurs personnes connaissaient son lieu de résidence à Montréal et son anonymat a toujours été protégé jusqu'à la fin. Hein. C'était relativement facile de connaître son lieu de résidence parce que sa femme était dans le bottin de l'Union des artistes. Et donc, son adresse, en fait, était disponible. Donc, des livres, des pièces de théâtre, des chansons. Des chansons et des films. Il faut dire qu'il a scénarisé probablement un des plus beaux films de l'histoire du Québec. Hein. Les Bons débarras de Francis Mankiewicz en 1979. Je suis allé à la représentation peu de jours après sa mort. Le théâtre Outremont, dans mon autre vie. Mais peu de jours après sa mort, le théâtre Outremont à Montréal avait programmé ça, c'est vraiment une coïncidence, mais avait déjà programmé Les Bons débarras, donc ce film-là qu'il a scénarisé, qui était porté à l'écran par Francis Mankiewicz. La salle était pleine. C'était une grande salle de cinéma pleine et vraiment, on allait communier avec ce regard-là, avec notamment Lucie Laurier, qui est magnifique dans ce film-là, qui représente justement cet enfant qui ne veut pas grandir et qui emprisonne sa mère dans son amour, vraiment son amour inconditionnel. Et donc, c'est quelqu'un qui a touché vraiment... Ça ressemble un peu au film de Dolan, ça. Et Dolan, dans une certaine manière... sous certains aspects, a hérité de ce rapport-là, en tout cas, à l'âge adulte, au refus de l'âge adulte, qu'on voit notamment dans Mommy. C'est ça qui est frappant, c'est vraiment les enfants. Enfin, les enfants, c'est vraiment au point d'équilibre. Donc là, moi, je ne connaissais pas, j'avoue, alors Régent Ducharme, malheureusement. Pourtant, je m'intéresse à la littérature québécoise, canadienne, et j'ai eu l'occasion d'en parler dans 64, mais je ne connaissais pas Régent Ducharme. Et c'est vrai que La Vallée des Avalées, si on ne sait pas que l'auteur est québécois, la langue, d'ailleurs, même Bérénice Heinberg, qui est l'héroïne, qui est une enfant, et qui est une enfant, mais alors une enfant à la Douanel, hein, Antoine Douanel dans Les 400 coups, c'est-à-dire que vraiment, elle appelle sa mère chameau mort, elle est très dure avec sa mère, avec son père, elle est en révolte avec le monde entier, et on sent que Régent Ducharme est un révolté, est un rebelle, et que lui, ce qui l'intéresse, c'est ce passage entre l'enfance et l'adolescence, cette espèce de ce point de bascule, où l'enfant se rend compte qu'il n'a pas envie d'être perverti, il y a une espèce de pureté. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti avec Bérénice Heinberg, donc, qui est l'héroïne de La Vallée des Avalées, mais aussi avec le film. Je n'ai pas vu Les Bons débarras, mais j'ai vu les bons souvenirs, hein, c'est ça, qui est la suite. Et là, il y a une femme fleur, Marie. Elle aussi, on a un peu l'impression que c'est la Lolita de Nabokov. Elle a cette espèce de sensualité, et alors elle a des rapports troubles avec son père. On n'est pas dans l'inceste, mais c'est quand même assez curieux. Et on sent moi, j'ai senti ça chez Régent Ducharme. C'est vraiment comme avec Balthus, c'est-à-dire une sorte de femme enfant, de femme fleur. Et on est vraiment à ce point de bascule où on a un côté, il n'aime vraiment pas, il y avait un côté, en grandissant, un enfant s'use. On sent qu'il a un regard sur les adultes, sur le monde adulte qui est extrêmement dur et extrêmement une constante, critique. C'est vraiment une constante. Yves. Moi, évidemment, je connais Régent Ducharme. Alors, je ne le connais pas personnellement, évidemment, mais je connais son travail parce que c'est Robert Charlebois qui m'a beaucoup parlé de lui, évidemment, et des paroles qu'il a écrites pour lui. Je suis tanné, je crois, qui était la première, qui était un hymne comme Mon pays. Il a aussi écrit pour Pauline Julien. Mais Rock Voisine, par exemple, avec qui un jour j'étais... dans un train qui allait de Paris à Colmar, je crois. Mais non, Rock Voisine lui-même. Eh oui, absolument. On aurait dit de Paris à Montréal, j'aurais été... Non, mais on ne savait pas trop de quoi se parler. Il m'a parlé de Régent Ducharme. Lucien Francoeur, évidemment, m'avait beaucoup parlé de lui. Vous l'avez dit, Guillaume,
il a un côté J.D. Salinger ou Thomas Pynchon, hein, c'est-à-dire ces écrivains qui se cachent, qui ne veulent pas donner d'interviews, qui ne veulent pas qu'on les connaisse, etc. Un peu comme Gérard Manset le fait ici chez nous. En fait, sa sœur relate que lorsqu'il n'a pas gagné le Goncourt, parce qu'il était en lice pour le Goncourt, il était heureux. Parce que sa mise en liste pour le Goncourt, ça l'a vraiment énervé. Et tous ces projecteurs qui étaient tournés vers lui, il n'aimait pas ça. Et quand il ne l'a pas remporté, il dit « Enfin, je suis vraiment tanné de tout ce flafla autour de mon œuvre. Enfin, je suis tanné. » Je suis tanné. Oui, donc... Simplement, je crois que la médiatisation qui a entouré son premier livre, même s'il n'a pas eu le Goncourt, rien que ça, déjà, ça l'avait presque fait regretter d'avoir publié un livre et d'avoir accédé à une certaine... Et évidemment, dans ses romans, il cite toute la culture pop. Alors, Boris Vian, vous l'évoquez. Mais il a une grande culture générale. Il cite les Beatles, Pink Floyd, etc., à longueur de roman. Sa compatriote, la chanteuse Carole Laure, a tenu à rendre hommage à Régent Ducharme sur Twitter. Reposez en paix, cher Régent Ducharme, et merci pour ces grands moments de lecture que je porte en moi pour toujours. Pour réagir, le compte Twitter et la page Facebook de l'émission sont à votre disposition aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Voilà, après cette interactivité, avant le troisième sujet, voici le Zap Culture comme toutes les semaines. J'ai jamais lâché. J'ai toujours tenu à mon point, à ma musique, ma sorte de musique country à moi. Des milliers de spectateurs ovationnent ces jeunes gens. Ce ne sont pas des stars de la pop. Ce ne sont pas non plus des boxeurs pourtant. C'est bien un combat qu'ils vont se livrer. Ils ont entre 17 et 23 ans. Tous sont des joueurs professionnels de jeux vidéo. Bienvenue au championnat d'Europe du jeu le plus populaire au monde, League of Legends. 30% du public vient de l'étranger pour participer à cet événement en plein essor, au point d'être parfois comparé au célèbre festival d'Angoulême. C'est un peu mieux parce qu'il y a moins de monde déjà et c'est plus espacé. Contrairement au Salon du Livre où Angoulême, c'est l'usine. J'arrive pas à dormir. J'ai comme l'impression d'avoir un poids en permanence dans le ventre. Solitude, effondrement physique, moral, perte des valeurs, le burn-out est un mal qui dévaste de plus en plus le monde du travail. C'est le bâtiment le plus visité de Paris. 14 millions de personnes viennent admirer la cathédrale Notre-Dame chaque année. Elle a été construite au XIVe siècle. Mais aujourd'hui, des pierres s'effritent. Les gargouilles sont menacées. J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et de l'arthrose m'en veut. MC Solar, c'était le rap cool, mélodique et poétique, et ça plaisait à un large public. Alors forcément, quand on revient après 10 ans de silence, est-ce que vous avez peur de décevoir? Oui, je crois que j'avais une petite peur de décevoir à un moment donné. Je mets toujours des standards un peu hauts, c'est-à-dire essayer de ne pas refaire ce que j'ai fait. Au témoin d'un doute est inspiré d'une histoire vraie. À 50 ans, Erwan, démineur breton, apprend que celui qu'il appelle papa n'est pas celui qu'il croit. Erwan, joué par François Damiens, embauche un détective pour retrouver son vrai père. Ce père a une fille, Anna, sa demi-sœur, jouée par Cécile de France, la femme dont il vient de tomber amoureux. Tout le monde sait que Tambour a une place essentielle en Afrique et partout d'ailleurs. Et tape sur mon tambour, pour moi, ça voulait dire tape sur mon tambour, réveillons-nous. Il est la pulsation du cœur, il est l'énergie, et il est le noyau de la vie. Le dernier débat du jour sera à caractère cinématographique. Nous allons nous pencher sur le succès critique dès sa sortie en France, donc d'un film tout à fait atypique qui s'appelle Petit paysan d'Hubert Charuel, dont voici quelques images. Allez, griotte. Je suis premier. Oui, en qualité, mais en production, t'es 6e. C'est lire quand même, hein. C'est verdure, là, la déconner, elle fait 800 000 cellules. Alors, elle est pleine? Ouais. Ouais, c'était quoi ça? C'est la boulangère. La maman qui veut me caser avec elle. Bonjour Pierre. Je te dis, moi je m'en fous du look, hein. Du look Non, et puis que tu sois paysan aussi, hein. Ça me dérange pas. Mais pourquoi ça te dérangerait? Alors? Voilà, absolument rien. Ça peut pas être la maladie belge? La FHD, là, ils en parlent partout à la télé, avec les hémorragies du dos, tout ça. Tu penses qu'elle a la FHD? Très bien. Dans ce cas-là, faut appeler la DDPP tout de suite. Tu veux faire tuer toutes mes vaches, là, c'est ça?
Ça va. Qu'est-ce que t'as fait exactement? Elle est où cette vache? La vache, c'est pas celle qui était dans la salle de traite? T'as été fouiné? T'as tué une vache, tu lui as foutu le feu. On peut finir en tôle tous les deux pour ça, t'es au courant? J'ai sauvé les 25 autres. Moi, je sais rien faire d'autre. J'ai jamais rien fait d'autre. Et merde! Et s'il y en a une autre? Il y en aura pas d'autre. S'il y en a une autre? Voilà l'extrait de ce film donc, qui s'appelle Petit paysan d'Hubert Charuel. Vous étiez au Festival du film francophone d'Angoulême où le film a été présenté, Yves. Il a été non seulement présenté, Guillaume, mais il a également remporté le Valois de Diamant, que j'ai eu le bonheur de lui remettre au nom de TV5 Monde en compagnie de John Malkovich. Et c'est un film qui avait déjà été présenté au Festival de Cannes, qui est sorti en salle en France cette semaine, à Paris, en tous les cas. Et c'est un film, vous le disiez, tout à fait atypique, puisqu'il se passe dans le milieu de la ferme et au milieu des vaches laitières. Et d'ailleurs, le réalisateur, Hubert Charuel, est lui-même fils de paysans, d'éleveurs, d'exploitants agricoles. D'ailleurs, ses parents jouent dans le film, comme joue d'ailleurs Bouli Lanners, Voilà. notre compatriote qu'on aime tellement. Qui est youtubeur fermier, si j'ose dire. Écoutez, voilà, exactement. Ah, il faut raconter un peu de quoi il s'agit. Exactement. Alors l'histoire, Guillaume, grosso modo, c'est donc l'acteur principal, un Swan Arlo, par ailleurs, qui a reçu à Angoulême aussi le Valois du meilleur comédien, qui interprète donc le rôle d'un jeune exploitant qui donc adore ces vaches. Ce sont des Holstein, vous savez, blanches et noires, et qui sont d'un seul coup frappés par une maladie dont qui vient des Pays-Bas dans le film, mais c'est la maladie de la vache folle. Voilà. Et évidemment, c'est terrible parce que si son troupeau est atteint, il va devoir évidemment abattre toutes ces vaches, et puis c'est la fin de son exploitation, c'est la fin de sa famille, c'est voilà, la fin de sa vie, puis de la vie de plusieurs générations. Et donc, eh bien, lorsqu'il s'aperçoit en passant la main sur le dos d'une de ces bêtes qu'elle est pleine de sang, évidemment, il va vouloir masquer ça pour essayer de protéger et de sauver son troupeau en la faisant brûler, en faisant disparaître l'histoire. Mais sa sœur est vétérinaire, c'est une des seules personnes à laquelle il accepte de parler. Je ne vous raconte évidemment pas. Donc il y a un petit côté polar dans un monde paysan. Ouais. Thriller. C'est un thriller. Ouais. C'est totalement un thriller, non? Il y a absolument, il y a ce côté thriller, mais il y a surtout aussi, et je pense que c'est ça qui est le plus intéressant et le plus émouvant sans doute dans la France de 2017, c'est l'évocation de ce monde qu'on montre rarement au cinéma. Présenter un film sur les vaches au Festival de Cannes, ça n'arrive pas toutes les années. On y voit cette vie, ce quotidien, la dureté, la difficulté que c'est d'être d'abord à la merci comme ça d'une épidémie, mais à la merci aussi de la nature, du temps qu'il fait, de vivre avec les animaux. Et en plus, c'est pas caricatural, parce que moi, je connais pas cette région-là, mais par exemple, je connais très bien la Normandie, où il y a aussi des jeunes paysans, des jeunes éleveurs. C'est très, très riche, la Normandie, par rapport à la Haute-Marne. Oui, mais en même temps, c'est très difficile, parce que là, il est tout seul pour s'occuper de ses bêtes, donc il y a tout ce côté-là. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un côté onirique dans le film qui est très réussi, c'est-à-dire qu'à un moment, la scène d'ouverture, où carrément, c'est le salon, c'est très drôle, il y a une réplique, c'est le salon de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il rêve que toutes ces vaches sont dans son salon. Et c'est d'un coup, c'est curieux, on se dit, mais attends, on est où? Elles sont sa famille. Mais voilà, mais parce qu'il vit grâce à elles, et il y a un vrai amour des vaches. D'ailleurs, c'est très drôle, Swan Arlo disait à Patrick Simonin dans l'invité, parce qu'il l'a reçu, il disait, oui, c'est un homme qui aime ses vaches. Bah oui, il aime ses vaches, et il est prêt à tout. Et qui trouve qu'elles ont un beau regard. Et elles ont un très beau regard, et elles sont très présentes, ces vaches. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce côté thriller, c'est-à-dire qu'on se demande jusqu'où il ira pour protéger ses vaches, pour sauver son exploitation, pour sauver ses vaches. Est-ce qu'il ira jusqu'à tuer père et mère? Et là, dans l'occurrence, c'est sœur et voisin. Raymond, j'aime beaucoup Raymond. C'est un film très réussi et ça donne vraiment une image que je trouve juste du monde paysan, un monde qui est en train de disparaître. Petit paysan d'Hubert Charuel. Vous avez aimé, Alain?
J'ai adoré, parce que c'est un film qui, en effet, parle d'un monde qui est éternel, la paysannerie, mais en même temps, comme l'a dit Estelle, de façon extrêmement actuelle. C'est aussi aidé par le fait que le fermier en question, il est jeune, il est d'aujourd'hui, et il faut souligner la performance d'acteur de Swan Arlo. Il est exceptionnel dans ce rôle, ça il faut absolument le dire, mais il faut aussi souligner tout l'art du réalisateur. Je dirais sans mauvais jeu de mots qu'il n'y a pas de gras dans ce film. Tout est au cordeau, tout est mesuré, tout est précis, il n'y a rien d'excessif, et en même temps il y a quelque chose qui est fantastique. C'est la beauté des vaches. Voilà un animal qui n'est quand même pas considéré comme un animal qui fait rêver. Et la qui pochette de Atom Heartmother. Oui, Atom Heartmother de Bifle. Mais elles sont belles, elles sont présentes, elles sont attachantes. Et c'est vraiment un film dont on ne ressort pas tout à fait indemne parce qu'on se rend compte quand même que ces gens qui sont indispensables dans nos sociétés, ils ont un rôle irremplaçable et en même temps extrêmement dur. On y voit aussi une référence à notre époque, avec la dureté des règles qui viennent de l'Europe, etc. La mondialisation, de Bruxelles. Mais en même temps, il y a un souffle qui bouleverse. Est-ce que le monde rural au Québec, justement, et en Suisse, est quelquefois signifié par le cinéma ou pas du tout? C'est assez rare aussi. Il faut dire qu'on a un cinéma qui est très urbain au Québec. Mais ça m'a rappelé un film qui est sorti il y a quelques années au Québec qui s'appelle Le Démantèlement. C'est un réalisateur qui vit en région, au Saguenay, qui s'appelle Sébastien Pilote. D'ailleurs, le film avait fait bonne figure à Cannes. Et dans ce film-là, on raconte justement, en fait, c'est un peu le miroir de ce qu'on voit dans Petit Paysan, c'est-à-dire que c'est un fermier qui élève des moutons et sa fille a besoin d'argent à la suite d'un divorce et il décide littéralement de liquider l'exploitation familiale à la demande de sa fille. Et donc, dans Le Démantèlement, on voit un fermier qui littéralement lâche prise et se dit « Je vais profiter de cet événement-là pour terminer cette vie-là. » On sent qu'il n'est pas nécessairement très heureux dans sa vie. Et dans Petit Paysan, c'est une crispation. C'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas faire autre chose. Il a toujours connu la ferme et là, il est aux prises avec quelque chose dont il sait qu'il va le couper, en fait, de ses racines. Et j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit, parce que je me demande si c'est tellement, ce film-là, une ode à la vie rurale qu'une mise en garde envers une direction vers laquelle s'en va l'agriculture aujourd'hui. C'est les deux. Parce que c'est les deux. On retrouve son voisin, donc qui a une grande exploitation et qui d'ailleurs va lui laisser un message alors qu'il sait qu'il est en train de tout perdre. Il va lui racheter sa terre et tout ça. Et donc, c'est une mise en garde aussi sur la manière dont nous organisons notre rapport à la campagne. C'est-à-dire que la campagne, aujourd'hui, elle a une fonction essentiellement économique, c'est-à-dire qu'on va chercher notre viande, on est complètement coupé, on ne sait pas les conditions dans lesquelles les bêtes sont élevées et on ne veut pas le savoir, de toute façon. Brigitte Bardot pourrait vous en parler longuement. Non, mais c'est un fait. Ce discours-là est en train de percoler et ce film-là est une mise en scène. Et ce qui est extrêmement intelligent, c'est qu'il fait ce constat-là sans juger les cultivateurs, les fermiers, les paysans qui sont aux prises, finalement, avec les choix économiques qu'on décide de faire. Et ceux qui sont sur la ligne de front, ce sont ces gens-là qui ont à vivre avec les conséquences. Mais c'est jamais idéologique. Ces drames-là. Et c'est jamais idéologique, c'est ça l'avantage. Non, exactement. Et ce n'est pas idéologique. Alors, Michel. C'est vraiment ça qui est bien réussi. Michel, pour terminer. Par rapport aux spécificités suisses, là, je le dis à chaque fois quand je suis dans cette émission, mais c'est vrai que le cinéma suisse, alors c'est vraiment pas un cinéma industriel, il n'y a pas d'industrie du cinéma. Par contre, au niveau de documentaire, il y a des choses qui se font de manière beaucoup plus fréquente et avec qualité. Et ce que je trouve, alors, intéressant, c'est que si le cinéma s'en vient à faire des choses qui pourraient presque se rapprocher du documentaire dans la façon dont c'est fait, mais c'est la fiction. Moi, ça m'a fait penser à un documentaire dont je vous avais parlé sur ce plateau il n'y a pas si longtemps, de Lila Ribi, qui s'appelle Révolution silencieuse et qui montre le passage d'un paysan qui décide d'abandonner l'élevage justement des vaches laitières pour passer à simplement l'agriculture d'anciennes variétés de semences et de faire que ça, biologique, et qui suscite une certaine incompréhension dans le village dans lequel il est. Mais ça, c'est un magnifique documentaire. Mais en même temps, je trouve intéressant qu'aujourd'hui, le cinéma en vienne à faire des choses qui soient
proche d'une certaine manière d'un certain documentaire, mais avec alors cette tension, cette capacité de presque policier qu'on a dans ce film-là, qui rend la vision de ce film, la suite de ce film-là, passionnante. Non seulement passionnante, mais qui va au-delà, simplement, on va dire, dans certains regards qu'on peut avoir sur l'agriculture et qui fait le succès, l'universalisme, on va dire, de ce film. Voilà, sur Twitter, TH s'est dit super content pour le film Petit Paysan, qui gagne donc le Valois du meilleur film, meilleur acteur et musique au Festival d'Angoulême, aussi important ce festival pour nous, c'est-à-dire pour TV5. Twitter et la page Facebook, évidemment, de l'émission attendent vos commentaires aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Michel, justement, terminons avec les coups de cœur. Oui, alors mon coup de cœur, ce sera donc le festival BDphile qui débute le 14 septembre prochain jusqu'au 18 septembre. C'est à Lausanne que ça se passe. C'est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de BD. Et puis pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer à Lausanne, j'imagine qu'ils seront nombreux, eh bien, il y a ce magnifique ouvrage qui est paru aux éditions Noir sur Blanc, qui est le catalogue de l'exposition, dans lequel on retrouve deux personnages mis en avant. C'est Anna Sommer, qui est un petit peu une des pionnières de la nouvelle BD en Suisse, d'une part. Et puis, c'est Théophile Alexandre Steinlein, qui est un des premiers BDistes suisses à date du 19e siècle. Alors, si vous ne le connaissez pas, il a fait plein de planches sur des chats à l'époque. Et la fameuse affiche du Chat Noir à Paris, eh bien, c'était lui également qui l'avait faite. Le festival BDphile, donc, à Lausanne, 14 au 18 septembre. Mathieu. J'en ai parlé, j'y reviens. Rentrée littéraire, une voix qu'il faut absolument découvrir au Québec. C'est ça, le recyclage. À chaque fois que je la mentionne, je suis payé. Audrey Wilhelmy, Le corps des bêtes, c'est le roman qu'il faut lire dans cette rentrée au Québec. Une jeune auteure qui va sûrement avoir une très grande carrière. Tu l'as déjà dit, vous appeler. Donc, je m'arrête. À vous, ma chère. Le dernier album de Mademoiselle K, Sous les brûlures, l'incandescence intacte. Mademoiselle K a eu une rupture amoureuse très douloureuse. Alors certains dépriment, vont dans le fond de leur lit et mangent des bonbons. Et bien elle en a fait un disque, 10 titres. C'est très réussi, c'est rock, mais pas seulement. Il y a aussi des côtés acoustiques. La majorité des chansons sont en français. C'est vraiment super. Je vous invite à regarder d'ailleurs le clip. Sous les brûlures, il y a un clin d'œil à Bob Dylan. Yves. Alors vous vous souvenez que lorsque nous étions à Tunis, au musée du Bardo, nous nous étions posé la question de la pertinence du retour de MC Solar. Eh bien, il nous répond, et il vous répond, cher Guillaume, avec son nouveau titre où il est question d'arthrose, de prostate. Ça s'appelle Sonotone et nous en aurons bientôt besoin. Mon cher Tournesol. Et c'est réussi. Et c'est tout à fait rigolo, oui, c'est atypique du rap old school, mais vraiment pour les vieux, c'est forcément passionnant. De la dérision, donc Alain, le coup de cœur d'Alain. D'une musique à l'autre, la réouverture du Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une maison d'opéra. Après 2 années de rénovation technologique de la salle, etc., 2 années un peu difficiles aussi, extramuros. Et à cette occasion, c'était cette semaine, le montage de l'opéra Pinocchio de Philippe Bousmans, qui est un des principaux compositeurs de musique contemporaine en Belgique. Merci 1000 fois. Voici les coups de cœur de cette première édition de rentrée de 300 millions de critiques. Nous sommes ravis de vous retrouver. Nous avons passé cette émission à la Fondation Vuitton, donc dans le bois de Boulogne à Paris. Grande exposition consacrée au chef-d'œuvre du MoMA qui va démarrer bientôt. Ciao et à la semaine prochaine. J'ai des rides et des poches sous les yeux, les cheveux poivre et sel et de l'arthrose m'en veut. À chaque check-up, ça ne va pas mieux. J'ai la carte vermeille et la retraite, je suis vieux. Les blouses blanches analysent ma pisse, teste ma prostate, me parle d'hospice. Les gosses dans le bus me cèdent leur place. Et quand je me casse, ils parlent en verlan style Temalieu. Si les mots sont pioches, c'est ma tombe qu'ils creusent. Mais je dois rester droit malgré mon dos. Ma scoliose et salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté.